Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de ma série Une vie dans un corps obèse. Aujourd'hui, on accueille Jessica, que vous connaissez, n'est-ce pas? Et qui va aujourd'hui témoigner de son parcours à elle face à l'obésité, puisqu'elle a été en obésité morbide, elle est montée jusqu'à 135 kg, poids que je fais actuellement. On va tout simplement vous parler un petit peu de son parcours et de ce qu'elle a traversé, de comment elle a vécu l'obésité, comment elle peut voir l'obésité aujourd'hui avec son recul. Et puis, on fera une deuxième vidéo dans laquelle on parlera un petit peu plus de son mode d'alimentation actuel, de ce qu'elle a compris, de tout ce qu'elle a pu expérimenter, de tout ce qu'elle peut mettre en place, même si c'est pas tous les jours parfait, mais ce qu'elle met en place dans sa vie aujourd'hui, pour que peut-être ça puisse aider certains d'entre vous avec votre rapport à l'alimentation, tout simplement. Donc, si ça vous intéresse, vous restez juste ici et on se retrouve tout de suite. Alors, merci Jessica d'être là déjà sur ma série, que tu suis activement, n'est-ce pas? Exactement. On se suit mutuellement, c'est génial. On est nos premières fans. Voilà. D'ailleurs, je vous remercie toujours plus d'être toujours là à me soutenir dans ce parcours, dans ma thérapie. Ça va peut-être être un peu la tienne aujourd'hui, mais thérapie partagée. Ouais. Je remercie Jessica parce que c'est pas évident en fait de venir témoigner sur une problématique, quelle qu'elle soit, mais d'autant plus une thématique que l'on voit, parce qu'il y a des thématiques que l'on voit pas forcément, et cette thématique que l'on peut voir, c'est pas toujours évident, et puis se replonger des fois dans le passé aussi, des choses qu'on a pu vivre de manière difficile ou quoi, c'est pas forcément évident. Bref, je vais arrêter là mon blabla, on va commencer tout de suite dans le vif du sujet avec la première question. Alors, Jessica, moi j'aimerais savoir ton problème à l'obésité, quand est-ce qu'il a commencé? Alors, je pense que j'ai commencé à me sentir grosse dans mon corps. La première fois que je me suis fait cette réflexion, je devais avoir une dizaine d'années. Je me souviens d'une après-midi à la plage, là où on allait en vacances avec mes parents tous les étés. On était souvent des jeunes à se retrouver l'été. Donc, à l'époque, j'avais pas encore trop conscience de la différence entre le 1 pièce, 2 pièces. Tu vois, moi, je mettais juste un maillot de bain pour aller me baigner parce que j'adorais l'eau et j'adorais aller à la piscine. Et je me souviens, alors je ne me souviens pas de la personne qui l'a faite, mais j'ai eu une réflexion sur mon ventre, quelqu'un qui m'a dit que j'avais un ventre rond. Et ça a été le début pour moi je regarde mon corps et je prends conscience que mon corps n'est peut-être pas comme les autres filles de mon âge. Alors juste pour la petite histoire quand même, c'est qu'à 10 ans je faisais déjà 1m70, donc je ne me souviens pas de mon poids à l'époque et j'étais certainement pas en surpoids, mais j'avais une tendance à être plutôt ronde parce que j'ai toujours été une enfant bouboule. Enfin, je dis bouboule même pas en fait, si on regarde les photos, j'avais des joues quoi, voilà, j'avais des joues et puis tous les bébés ont des bidons en fait, hein, donc voilà, j'étais pas particulièrement une enfant avec un problème de poids, mais à partir de ce moment-là, c'est comme si c'était devenu un problème et très rapidement derrière, de mémoire, le médecin de famille, quand elle me pesait, me disait régulièrement « Oulala, il va falloir faire attention, surveiller le poids ». Sauf que je pense qu'elle ne mettait pas en perspective la taille et peut-être aussi mon ossature. Et donc de là, j'ai moi été réglée en fin de 6e. Donc j'avais, tu vois, tout juste 11 ans, parce que moi je suis de fin d'année. Et là, mon corps a commencé à changer. C'est-à-dire que très clairement, j'ai pris des hanches, j'ai pris de la poitrine aussi très très rapidement. La petite anecdote que je raconte toujours par rapport à ça, c'est que je suis rentrée au magasin avec ma mère un mercredi après-midi, je devais porter du 90B. Je suis ressortie avec du 105E. Et en plus avec des sous-titres de grand-mère, parce qu'à l'époque, l'offre et la demande, comment te dire ? Donc là, il y a eu le choc de me dire, mais je ne me suis pas vue en fait grandir, grossir. J'ai un corps de femme, alors je me sens pas du tout femme évidemment, à peine 12 ans. Et donc j'ai aussi commencé à être regardée différemment par mes camarades et par les adultes. Parce que quand tu es une jeune femme d'1m70 qui a des formes du coup, des hanches, des seins, etc., t'attires le regard de personnes qui ne sont pas du tout de ton âge. Et donc je suis devenue, bizarrement, c'est comme si je prenais conscience que j'étais devenue une personne sexuée, tu vois, à ce moment-là.
dans un corps qui me correspondait pas vraiment, et donc là, vive les sweats trop larges et les jeans informes. Ouais, tu t'es cachée en fait. Ouais, je me suis cachée, ça a été... Ouais. Et t'avais des commentaires de tes camarades de classe, que t'as des souvenirs de ça, de camarades qui auraient pu se moquer de toi ou pas forcément? Pas du point de vue du poids, parce que le truc qui était quand même assez visible chez moi, et depuis toute petite, c'était la différence de taille. On m'appelait déjà la girafe en maternelle, tu vois. Ouais. Mais sur la partie poids, en dehors de cet après-midi-là en vacances, tu vois, j'ai pas souvenir qu'on m'ait vraiment dit des choses... désagréable, d'autant que j'avais dans mes copines un peu tous les types de copines. Après, tu sais, les garçons sont jamais bien tendres avec les filles, et j'ai sans doute dû entendre des trucs du genre la grosse, ou parce que c'est dans la cour de récréation, quoi. Mais j'ai pas souvenir que ça a été une souffrance de mon enfance à l'école, en tout cas. Ouais, d'accord. C'est plus ton regard envers toi-même qui a changé. C'est complètement mon regard envers moi-même qui a changé. Je me suis sentie tout d'un coup en décalage avec mon corps et ce que j'avais envie d'être à l'extérieur, et je me suis cachée pour essayer d'oublier ça. Évidemment, ça a pas vachement bien marché. Et puis du coup, tout ce qui va avec, la partie émotionnelle qui n'était pas gérée, j'étais pas bien accompagnée. Donc j'ai commencé à manger mes émotions, et en plus j'ai eu beaucoup de restrictions alimentaires dès la plus tendre enfance. Puisque même si aujourd'hui je le raconte pas forcément dans mon parcours, mais il y a quand même un événement de ma vie qui est marquant, c'est que quand j'ai eu 7 ans, nous sommes allés vivre en Afrique avec mes parents pendant 6 mois, dans l'optique de s'y installer. Et là, clairement, entre la différence de nourriture, parce qu'ils ne s'alimentent absolument pas comme les Européens, évidemment, et la quantité aussi, qui a largement diminué, et la variété qui a largement diminué, parce que grosso modo, on mangeait du riz et un peu de légumes. Donc moi qui étais une grande mangeuse de fruits, de crudités, de légumes, j'ai beaucoup souffert de ce manque-là. Et puis on était aussi, nous, élevés en bons normands que nous sommes dans nos origines, aux pâtes, au pain, au fromage. Et là-bas, tout ça, ça a disparu. Alors pour le plus grand bien-être de mon corps, certainement, mais alors du point de vue psychologique, il y a eu une sensation de manque et de faim à plein de reprises. Et puis il y a eu la grande frustration de ne pas avoir accès à du fromage, du pain, du chocolat, tu sais, les trucs que tous les enfants ont à proximité aujourd'hui. Et quand nous sommes rentrés d'Afrique, mes parents tenaient une station-service, et c'est là que j'ai commencé en fait à avoir envie de manger beaucoup plus de sucré. Je me souviens, je mangeais systématiquement du fromage à tous les repas, si c'était pas 2 fois. Je pense que je rêvais d'aller m'acheter une baguette, un camembert, et de me le faire direct, moi, déjà à l'âge de 10 ans. Donc je pense qu'il y a eu ça, qui est quand même venu déséquilibrer les choses au départ. Et puis aussi le fait que mes parents étaient famille d'accueil, parce que du coup quand tu es famille d'accueil, tu accueilles des enfants qui sont placés et qui vivent dans ton quotidien, c'est-à-dire ils sont pas là que la journée, ils sont là aussi la nuit, les week-ends, les vacances scolaires. Donc on vivait toujours entre guillemets avec des étrangers à la maison. Certes que tu essayes d'intégrer comme étant un des membres de ta famille, mais à mon niveau c'était plutôt des parasites, parce qu'en fait ils prenaient le temps de mes parents. Je devais du coup être traitée comme eux pour pas faire de différence, mais à l'inverse, eux avaient des traitements de faveur liés à l'ASE. Initialement, c'était la DAS que moi je n'avais pas. Ils avaient de l'argent de poche, ils partaient en vacances, etc. Moi, j'avais pas tout ça. Et moi, ma mère me disait juste dans les magasins qu'on ne pouvait pas acheter de Nutella ou de Smacks parce que ça coûtait trop cher et que ça allait partir trop vite parce qu'on était trop nombreux et que donc du coup personne n'y avait le droit. Oui, sachant que vous étiez déjà une famille nombreuse de base. C'est ça, on est 5 enfants, moi j'étais la dernière, alors j'ai pas vraiment vécu avec mes grands frères et mes grandes sœurs, mais en fait il y avait quand même ma sœur pendant 12 années présente avec moi, et voilà, on a vécu ça. Puis mes parents ont souvent accueilli du monde à la maison. Après l'Afrique, ils ont accueilli des jeunes étudiants, tu vois, et on sous-louait les chambres de la maison, etc. Donc il y a toujours eu des éléments extérieurs en fait qui ne m'ont pas permis moi de m'épanouir, on va dire, sur l'aspect alimentaire. C'est bête à dire, mais en fait ça a vraiment généré des grosses frustrations. Et donc je pense que dès que j'en avais l'occasion, je devais probablement compenser. Tu vois, j'ai pas de souvenir de ça, mais je sais que je rêvais de cette fameuse baguette et de ce camembert. Et d'ailleurs, je l'ai fait à l'âge de mes 12-13 ans avec un des gamins que mes parents gardaient. On est parti à prix unique et on est allé acheter notre baguette. On s'est coupé la baguette en deux, on s'est bouffé le fromage à deux au goûter, tu vois. Le truc, enfin, c'est ouf de se dire ça. Ouais. Mais ça dénotait déjà que du coup, il y avait une très grande frustration liée à la nourriture. Ma mère était toujours très regardante au niveau de la nourriture.
Mon père, qui était un bon mangeur, se prenait régulièrement des réflexions à table sur le fait qu'il mangeait trop, qu'il devrait pas se resservir, que voilà, parce qu'il avait un gros ventre, déjà à l'époque, tu vois. Et ma grand-mère maternelle était aussi très forte, et le bien manger, hein, mémé. Ma mémère, on l'appelait, nous. Mémère. Et bon voilà, la ceinture abdominale dans la famille, c'est quand même une problématique, déjà parce que quand il y a eu des enfants, voilà. Et puis tu veux, mais il y avait un rapport de conflit quoi, à la bouffe tout le temps chez moi. C'était qui allait finir le plat, qui allait manger le plus. Enfin je sais pas, il y avait de la compète. Moi j'avais pas trop de souvenirs, mais apparemment j'étais pas mal en compétition avec mon père. Ouais. Et puis du coup voilà, tout ça s'est enchaîné. Et en fait ma mère, croyant m'aider parce qu'elle voyait bien aussi que j'étais pas bien dans mon corps, et ce qu'elle comprenait pas c'est que mon mal-être il était pas du tout lié à la nourriture en tant que telle. Elle a essayé de m'aider et du coup elle m'a mise au régime dès l'âge de 12 ans. Donc... D'accord, donc ton premier régime vient de ta mère, même pas forcément du médecin qui avait pu éventuellement dire faut faire attention. Est-ce qu'elle l'avait suggéré? Je saurais pas te dire. Je pense qu'elle avait aussi un rapport à la nourriture qui était très compliqué. C'est pas impossible. Mais c'est, en tout cas à mon niveau, pour moi, c'est ma mère qui me l'a suggéré dans l'optique de m'aider à perdre du poids pour me sentir mieux. Et quel type de régime tu as fait alors? Le tout premier régime s'appelait le régime Mayo. Alors ça paraît bizarre. En fait, on mangeait essentiellement du pamplemousse rose, sans sucre, et des œufs durs. Et on mangeait ça matin, midi et soir. Avec de la mayonnaise, du coup? Non, mayo? Sans mayo. Non, je pense que c'est à cause de l'offre mayo, mais il n'y a jamais eu de mayo. Il n'y a jamais eu de mayo. Donc, en plus, ma mère m'en achetait pas parce que ça coûtait trop cher. Ah oui, du coup. Eh oui. Voilà. D'accord, donc tu étais au régime pamplemousse œuf. Et ça sur une dizaine de jours. Des fois, matin, midi, soir? Matin, midi, soir. Ça m'en a tellement Mon Dieu. pendant longtemps. Ouais, tu manges plus d'œufs et de pamplemousse? Les œufs durs, j'ai mis longtemps à en remanger. Et les pamplemousses, j'ai de la chance, c'était un fruit, donc ça reste quand même dans mon alimentation de base. Mais j'ai un vrai souvenir clair de ce régime parce que je crois que j'ai dû crever la dalle. Mon Dieu. Et moi j'étais pas demi-pensionnaire en plus, hein, j'étais externe. Ah oui. En fait, tu mangeais en plus à la maison. Je pouvais pas tricher quoi. Tu vois. Et très clairement, alors à chaque fois, évidemment qu'il y a eu des régimes parce que ce n'était que le début d'une longue liste. J'ai évidemment perdu du poids, on peut s'en douter, hein, avec un régime aussi restrictif à la préadolescence, adolescence, où tu as quand même une activité physique. Et puis moi, je marchais pour aller au collège, j'étais pas à côté. Hein. Je faisais une demi-heure aller, une demi-heure retour 2 fois par jour. Donc voilà, j'avais une activité physique en plus du sport à l'école, etc. J'étais grande, j'étais en pleine croissance, parce que j'ai grandi très très vite. Et je mangeais quasiment rien pendant 10 jours. Donc oui, j'ai perdu du poids, mais alors j'ai clairement tout repris. Et en fait, j'ai commencé le yo-yo. C'est là que ça a commencé l'effet yo-yo. Ok. Bon, on va peut-être rentrer dans les différents régimes que tu as pu faire du coup à partir de là et comment tu les as vécus, surtout parce que là pour le coup c'était en plus imposé par ta mère, hein, donc bon, t'as pas trop le choix. Est-ce que ça a continué comme ça? Est-ce que c'est toi qui as été à l'initiative des autres régimes? Voilà, je te laisse un petit peu défiler. Ouais, alors jusqu'à mes 16-17 ans, j'ai vraiment suivi le mood, c'est-à-dire que quand ma mère me disait bon là il serait peut-être temps qu'on fasse attention. En fait, elle m'accompagnait toujours pour les régimes. D'accord. Enfin, ma mère, d'ailleurs, elle était adepte du jeûne, etc. Il lui arrivait de jeûner 3-4 jours. Ça faisait partie de sa petite pratique spirituelle, mais ça faisait finalement aussi partie de, je pense, sa conscience que le corps avait des fois besoin de se nettoyer, mais elle n'avait pas forcément été en capacité de me l'expliquer comme ça à l'époque. Ça aurait été pourtant d'une grande aide, je pense. Et en fait, ça lui posait toujours problème que mon père ou nous, les enfants, on soit aussi préoccupés par la bouffe, ce qu'on allait manger, etc. On est des bons vivants, on aime manger, quoi, on aime la nourriture. Et c'est aussi un moment, je pense, qu'on voyait comme un moment convivial. Et d'ailleurs, c'était la première à faire des repas de bouffe quand on avait des repas de famille, tu vois. Ouais, donc, mais par contre, elle, je sais pas, elle avait ce rapport à la nourriture qui était problématique, comme si c'était pas bien de se faire plaisir dans la nourriture, tu vois. Ouais, la notion de plaisir qui n'entrait pas en compte. Donc c'est vraiment ça qu'elle m'a transférée et donc elle a initié plusieurs régimes. Alors très honnêtement, j'ai essayé de remonter dans mes souvenirs et de me souvenir. Elle a préparé un minimum cette interview quand même. Voilà. Mais en dehors de ce fameux régime Mayo qui a été, je crois, le plus restrictif de tous. Ouais. Grosso modo, il y avait toujours cette idée de on supprime le sucre qu'on remplace par l'aspartame. Évidemment, moi, je n'avais jamais de boisson sucrée. On avait de temps en temps le droit à un peu de sirop et franchement, c'était peut-être pendant les vacances scolaires, tu vois. Ou de l'anthésite, je sais pas si t'as connu ça, c'est un truc à base de réglisse, c'est des gouttes qu'on met, voilà. Donc moi, ça va que j'aimais le réglisse. Hein.
Mais voilà, c'était pauvre en sucre, et etc. Mais on n'avait jamais de soda, de choses comme ça, tu vois, à la maison. On mangeait jamais en dehors de la maison, ça, on allait jamais au resto. J'y suis allée quelques fois petite au chinois, mais voilà, c'est arrivé 2-3 fois avant l'Afrique de mémoire. Parce qu'on n'avait pas les moyens, malgré le fait d'être famille d'accueil, voilà, il fallait tout prenait des proportions, hein, si tu veux, donc voilà. Donc on faisait des grosses salades composées l'été, et voilà. Et puis mon père, lui, il lui fallait de la viande à tous les repas, donc on mangeait de la viande à tous les repas, ou du poisson, ou des œufs, etc., de la charcuterie. J'ai jamais manqué de nourriture à partir de là, tu vois, j'ai toujours mangé à ma faim. Pas toujours des choses que j'aime. Mais par contre, je devais toujours ajuster, quoi. C'est si je prenais un yaourt, fallait pas mettre de sucre. Si j'avais pris de la confiture le matin, fallait pas que je reprenne de trucs sucrés au goûter. Je pense que ma mère m'a quand même poussé beaucoup à consommer des fruits et des légumes parce que déjà à l'époque, on entendait que c'était bon de les associer dans l'alimentation. Mais après, elle cuisinait, on va dire, comme dans une famille lambda. Ça, c'était pas un cordon bleu, mais c'était pas non plus, on mangeait pas de la malbouffe, tu vois. On avait vraiment de vrais repas. Donc, je pense que... C'était pas des plats préparés, quoi. C'est elle qui les préparait. C'était pas des plats tout faits, machin. Ouais. Alors, elle était pas hyper fan de tout ce qui est épices et assaisonnement. Donc, on avait quand même... C'était un peu nature. Ouais, c'était pas très... Tu vois, c'était pas très varié, quoi, en termes de saveurs. Quand on mangeait des haricots, il n'y avait pas de beurre, quoi, tu vois, ou voilà. Elle a mis longtemps avant de se limite mettre... ail et persil. Ouais, c'est ça. Quand il y avait de l'ail, t'étais content. Ouais. Elle a mis très longtemps à se mettre à l'huile d'olive dans l'assaisonnement. Alors évidemment, hein, je te parlais là tout à l'heure, je te parlais du sucre, mais alors parlons du beurre. C'est-à-dire que nous, le beurre, ça n'existait pas. On avait de la margarine. Et puis tu sais, la margarine de l'époque, quoi, hein, pas celle qui est bonne maintenant, non. Le truc qui a vraiment un petit goût là que tu te dis, ouais, limite, t'aurais préféré. Et puis le matin, c'était biscotte à la margarine trempée dans le thé au lait. Le thé au lait. Avec de sucre, on avait le droit le matin quand même. C'était Lipton. Je peux plus, celui-là, je peux plus le voir en peinture, j'en peux plus. Voilà, après, le midi et l'après-midi. J'ai pas souvenir que... J'avais pas forcément un goûter systématique, tu vois, par exemple. Bon, après, est-ce qu'on en a véritablement besoin, ça c'est une autre question, mais... voilà, et puis surtout, je pouvais pas manger entre les repas, sauf quand mes parents se barraient en course et que là, je courais dans les placards pour essayer de choper un bonbon, un bout de chocolat ou quoi que ce soit qui sorte de l'ordinaire, tu vois. Parce que mon père était quand même un peu gourmand et ma mère aussi aimait bien un peu les trucs sucrés quand même. Donc, on arrivait quand même toujours à trouver des trucs. Puis bon, clairement, même si c'était, tu sais, les bonbons à la Vosgienne, là, c'était... ou un Vichy, c'était génial, quoi. Ça sortait de l'ordinaire. Mon père mangeait des steamrolls aussi, les chewing-gums. Donc voilà, ça c'est un peu l'exotisme de mon enfance. T'es fun, toi? Ah ouais, trop. C'est génial. Donc voilà, il y a eu plusieurs phases de régime. Je pense que le régime maillot, on l'a fait plusieurs fois, pour être honnête. Et est-ce que t'avais ce truc de tu dois terminer ton assiette? Alors, évidemment. Alors, moi, parce que tu as dit tout à l'heure que tu mangeais des choses que tu n'aimais pas. Est-ce que pour autant, tu étais obligée de terminer? Alors nous, on pouvait pas quitter la table si on n'avait pas terminé notre assiette. Hein, c'était pas une option. On ne jetait pas la nourriture. Faut quand même pas oublier que mes parents sont de 1944. On est juste après, la fin de la guerre. Donc, ils ont été eux-mêmes complètement au contact, en fait, de cette notion que la nourriture, ça coûte cher. Qu'il y a eu des périodes où on n'en a pas toujours eu et pas en quantité suffisante. Donc on avait cette abondance-là, on avait la chance en fait d'avoir 3 repas par jour, et donc il était hors de question qu'on puisse dire j'aime ou je n'aime pas telle ou telle chose en fait, sauf que la réalité c'est que déjà très jeune en fait on a des goûts qui se développent, et en plus les goûts évoluent, et ça n'a pas vraiment été accueilli, donc on a été tout de suite cadré dans c'est comme ça et c'est pas autrement, et ça on le sait, hein, ça contribue aussi au dysfonctionnement. Donc tout ça mélangé, plus la partie émotionnelle, parce que j'étais déjà une très grande émotionnelle enfant, mais évidemment, j'étais pas entendue, reconnue ou accompagnée par rapport à ça. Donc, je pense que... Moi, j'ai souvent dit, mes kilos sont aussi émotionnels. C'est-à-dire que je sais qu'il y a une part de mon poids qui est quelque chose que je porte du point de vue émotionnel, et pas uniquement de la masse graisseuse, tu vois. Bien sûr. Et je l'ai senti très rapidement, en fait, ça. Donc, alors, du coup, ton premier autre régime, peut-être conscient et peut-être à ton initiative, du coup, c'était plutôt vers tes 16 ans, c'est ça? Ouais, alors, au cours de l'année de mes 16 ans, j'ai demandé à consulter une psychologue parce que je sentais vraiment que j'étais pas bien avec moi-même, puis j'avais besoin de comprendre le monde dans lequel je vivais, les relations avec ma famille, tout ça, il y avait quand même pas mal de choses, donc j'ai eu besoin de commencer à gratouiller un peu autour de ça.
C'était le début d'un long voyage, hein, dont je parle d'ailleurs sur la chaîne. Et allez suivre la série de Jessica, hein. Vous la mettez juste là, la playlist. Et en fait, à l'âge de... Je pense que c'est... En fait, au moment où je suis rentrée au lycée, donc mon année de seconde a été un peu compliquée parce que je me sentais tellement en décalage avec les jeunes filles. Même chose, hein, avec les jeunes filles, parce que souvent les gens étaient plus petits que moi, plus minces que moi. Et en fait, j'avais l'impression que j'étais un mastodonte, quoi, tout le temps, tu vois. Et à un moment donné, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Donc, l'année de ma première, je suis arrivée en première littéraire dans une classe super sympa et on a tout de suite eu de bons rapports les uns avec les autres. Et j'ai eu des copines qui m'ont encouragée, en fait, à déjà changer mes tenues vestimentaires, tu vois, être plus féminine, à me maquiller un peu, etc. D'ailleurs, avec toi aussi, on a eu ce genre de conversation dans la foulée. Enfin, parce que c'était pas initié ça chez moi, j'ai pas été accompagnée là-dessus, et donc ça a ouvert une part de cette possibilité que bah oui, en fait je suis une jeune fille et c'est normal que j'ai envie de séduire les garçons. Enfin voilà, j'étais par ailleurs une jeune fille normale, quoi, hein. Je regardais les garçons, je tombais amoureuse comme comme un gros cœur d'artichaut déjà à l'époque. Il me regardait, il était gentil avec moi, ça y est, j'étais amoureuse, quoi. Et en fait, ouais, ça a été assez rigolo ce parcours, parce que du coup, à un moment donné, je me suis dit, bon, il faut quand même que je me prenne en charge, et donc j'ai décidé de contacter une nutritionniste. Donc à l'époque, hein, c'était surtout des nutritionnistes qu'on avait à disposition. J'avais la diététique, tout ça, c'est venu après. Et elle parlait de rééquilibre alimentaire et non pas de régime. Et ça m'avait séduit, parce que moi, j'avais eu tellement de restrictions, ça m'avait tellement privé, j'avais comme la sensation que je saturais, si tu veux. Et là, donc, son approche, c'était simplement de regarder comment je mangeais au cours de ma journée. Elle m'avait demandé de remplir, tu vois, dans un petit carnet, mes repas matin, midi, soir, et puis tout ce que je pouvais éventuellement avaler par ailleurs, histoire de reproportionner, de redynamiser et tout ça. Donc, j'ai eu la chance que ma mère a toujours suivi, en fait, quand j'étais dans cette dynamique-là. Elle m'a toujours, quand je lui disais, bah là, je fais un régime, je dois manger ça, tu vois, elle a toujours suivi. Donc, ouais, ça c'est cool. Heureusement, parce qu'il y a aussi des familles où ils veulent pas en entendre parler. Oui, c'est ça. Et donc ça a duré 9 mois, ce suivi, et j'étais assez contente parce que au global j'avais perdu 10 kilos. Donc en fait, à l'époque, donc je faisais 1m80 je pense que quand j'ai commencé mon régime, je faisais quelque chose comme 92 kilos, et j'avais réussi à descendre à 82 kilos. D'accord. Je faisais aussi du sport en salle à cette époque, je marchais aussi pas mal parce que je me suis toujours déplacée beaucoup à pied. Parce que mes parents ne faisaient pas le taxi, hein, clairement. On vivait en ville, donc il y avait tout à proximité. Et puis en fait, j'ai arrêté parce qu'elle m'a un peu contrariée justement sur le fait que je faisais pas suffisamment de sport. Et moi, je trouvais qu'elle abusait, quoi. Je faisais déjà un peu de sport en salle, je marchais. Je me disais, elle veut quoi? Je vais faire les Jeux Olympiques, quoi, tu vois. Et puis moi, ça me convenait, en fait, j'avais perdu 10 kilos, j'étais contente, je me sentais mieux dans ma peau, mes copines me disaient, ah, t'es trop bien, machin. Et, mais moi, je me sentais bien dans ma peau. Et puis moins 10 kilos, quand on est grand, ça se voit vraiment, en fait. C'est ça. Alors, je me sentais bien dans ma peau, je pense que, moi, je les ai pas vus, les 10 kilos disparaître, tu vois. Quand je me regardais dans le miroir, je voyais toujours la même nana. Ouais. Mais comme je travaillais aussi sur l'aspect plutôt féminin, et puis dans tes vêtements, peut-être, tout ça, je pense que j'ai commencé à m'accepter d'une autre manière, et puis le fait d'avoir de bonnes copines et tout ça, il y avait vraiment un groupe qui s'est instauré, donc je me sentais mieux dans ma tête. Donc comme je me sentais mieux dans ma tête, finalement le poids est devenu peut-être secondaire. Et c'est aussi probablement pour ça que j'ai pu perdre du poids. Ouais. Et que ça s'est... Alors j'ai pas fait la phase de stabilisation, ce qu'ils appellent la phase de stabilisation, puisque j'ai un peu coupé court avec elle du jour au lendemain. T'as repris le poids directement, du coup, j'ai pas tout de suite, non. Mais en fait, continué à... pendant quelques mois, presque un an, j'ai dû rester à peu près sur... j'ai peut-être pris 1-2 kilos, tu vois, de stabilisation. Et puis ensuite, un an après, j'ai rencontré mon ex-mari. D'accord. Et pendant encore 3-4 mois, j'étais stable dans mon poids. Et puis après, ça a été le début d'une autre aventure. Voilà, mais grosso modo, ma première démarche à moi, payante, etc., effectivement, c'était sur l'année de mes 17 ans. D'accord. Est-ce que tu as déjà fait un régime qui t'a apporté, un régime ou rééquilibrage alimentaire, donc là tu viens de nous en parler un petit peu, mais par la suite, du coup, qui t'aurait particulièrement peut-être convaincu, on va dire, où vraiment tu t'es dit, putain, ça marche. Et ça, si tu le fais toute ta vie, c'est ok. Non. Ok. Je cherche... Au moins, c'est clair. Ouais.
Et pourtant, j'en ai fait un certain nombre, parce que comme je te dis, je n'ai pas réussi à tous à les nommer. Ouais. Mais je pense que j'ai dû tester une dizaine à une quinzaine de régimes différents entre mes 12 et mes 18 ans. D'accord. Ce qui représente quand même beaucoup, hein, parce qu'il n'y a que 6 années. Hein. Oui. Ok, bon, ça c'est une... très honnête, merci. Est-ce que quand tu t'es mise en couple, du coup, tu as réussi à garder le poids que tu faisais, ou est-ce que tu as pris du poids? J'ai pris du poids. Et selon toi, pourquoi? Alors, qu'est-ce qui se passe quand on se met en couple et pourquoi on perd du poids? Pourquoi on prend du poids, pardon? Alors, déjà, il y a effectivement, ça c'est, on le sait, on en a souvent parlé et on l'observe. Quand on est dans la recherche du partenaire pour se marier, éventuellement faire des enfants, etc., et qu'on est relativement jeune, ou voilà, il y a ce côté, bon, il faut plaire, donc il faut rentrer dans les standards, et donc on va faire très attention à son aspect, parce qu'on veut attirer ce partenaire. Je trouve qu'on a aussi plus le temps juste de nous occuper juste de nous. C'est vrai, on a aussi c'est clair. Et même si on dépend de l'alimentation de la famille, etc., on a quand même du temps pour ça. Ouais. On peut aller au sport, on peut décider de faire... Non mais c'est vrai, hein, c'est clair. Ce temps-là, il est quand même hallucinant. Moi aujourd'hui, j'ai plus ce temps-là, donc je vois bien la différence. Oui, donc il y a ce côté, on a envie de plaire, on a conscience que pour plaire, bah, il faut rentrer dans un certain cadre en fait, physique, parce qu'il y a les normes sociales, parce qu'il y a la mode, parce que puis nous on est dans une société où ça a beaucoup d'impact malgré tout, même si peut-être on s'en rendait pas compte à cette époque-là, on a commencé à s'en rendre compte dans les années qui ont suivi, et aujourd'hui on est tous très au clair par rapport à ça. Et du coup, du moment où bah, tu rencontres l'élu, entre guillemets, que tu tombes amoureux, que l'autre tombe amoureux, que finalement il y a des projets communs, d'avoir envie d'être ensemble, de s'installer. Puis moi je me suis mariée jeune, hein, ça a été très vite, je me suis fiancée au bout de 8 mois, mariée au bout de 2 ans. Donc ça a été assez rapide dans notre relation, mais on s'est très vite dit en fait qu'on se choisissait. Il y a quelque chose qui vient s'apaiser parce que du coup, ça y est, enfin, t'as trouvé le partenaire et on est choisi pour ce qu'on est, on est mieux pour ce qu'on est. En tout cas, c'est ce qu'on se dit, c'est ce qu'on ressent sans doute aussi au départ. Et ça vient combler tout un tas de choses et ça vient du coup calmer aussi cette espèce d'hyper-vigilance et de stress à ressembler à quelqu'un d'attrayant qui pourrait attirer quelqu'un dans ses filets, quoi. Donc voilà, une fois qu'on a rencontré la bonne personne, en tout cas celle qu'on a choisie pour le reste de sa vie, parce que moi en plus j'étais dans cette dynamique de me dire, moi je me trouve un chéri, on se marie, on fait des gosses, on achète une maison et puis tralala, quoi. On fait toute notre vie ensemble. Voilà. Et à la vie à la mort. À la vie à la mort. Du coup, je me sens, à ce moment-là, je me dis, bon bah tout va bien, quoi. Il m'a choisi, il m'aime pour ce que je suis, et donc je suis un peu moins vigilante peut-être à faire attention. Pour autant, c'est pas forcément là qu'il y a une prise de poids hallucinante. Ouais. Je dirais même peut-être que c'est plutôt le contraire, parce que moi, quand je suis amoureuse les premiers mois, j'ai tendance à pas avoir trop faim, pas trop manger, donc je pense que tu vois, j'ai dû reperdre 1 ou 2 kilos au début de la relation. Et puis, alors, dans un cas normal, je dirais que voilà, les années passant, on sort, on fait des restos, on va chez les amis, on boit un peu d'alcool. L'alcool, il joue beaucoup sur la prise de poids. Bourré de sucre. Potentiellement, on peut repartir dans l'autre effet inverse, c'est-à-dire commencer à reprendre un peu du poids. Puis surtout, ce qu'il faut pas oublier, c'est quand tu as un corps qui a eu l'habitude d'être privé et par ailleurs qui stocke du coup en cas de manque. Tout ce qui va être en excès vient en stockage direct, hein. Ça passe pas par la caisse départ, voilà. Donc c'est stockage direct. C'est-à-dire que le moindre écart à ce que tu as mis en place et que tu ne tiens pas constamment devient source de prise de poids. Donc c'est très 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 stressant en fait comme situation. Mais d'ailleurs le corps est stressé, c'est pour ça qu'il stocke. Exactement. Et en fait, moi je pense que ça a commencé un petit peu, si tu veux, à se mettre en place, effectivement, parce que tu commences à avoir les premiers conflits, puis moi, toujours pareil, hein, l'émotionnel jouant beaucoup sur mon rapport à la nourriture, etc. Bah voilà, ça a commencé un peu à changer. Après, tu as le fait d'aller dans la famille du conjoint, où bah moi, c'est des Auvergnats, ça mange bien, ça cuisine, ça fait plusieurs entrées, plusieurs plats, plusieurs desserts. Puis bah j'aime manger, hein, donc voilà, on se fait plaisir. Bon bah voilà, le poids commence à varier un peu. En plus, je découvre que dans la famille de mon ex-mari, il y a aussi une notion de problématique de poids. Hein, d'accord. Mon ex-belle-mère était aussi en obésité. Est-ce que du coup, avec ta
prise de poids, même si elle est pour le moment minime, t'as déjà des réflexions de ton conjoint ou pas forcément? Et ben en fait, j'associe ma prise de poids aussi à un événement particulier. C'est-à-dire que moi, au bout de 3 mois de relation, on est vraiment au début tu vois, donc, 3 mois de relation, donc en plus tu avais donc toujours tes moins 10 kilos. Hein. C'est ça. Moi, je suis à mon poids le plus bas de l'histoire de Jessica. C'est ça. Je suis à 83 kilos quand je le rencontre et en fait, donc je suis la version de moi la plus mince que je n'ai jamais été. Meilleure version de toi-même. La meilleure version de moi-même. Quand je vois des photos de moi, c'est voilà, je me dis mais j'étais super jolie quoi, j'étais mince, j'étais élancée, j'étais proportionnée. En plus j'ai toujours eu de la chance, c'est que moi le poids c'est toujours bien réparti dans mon corps, donc bref, du coup, et puis à ce moment-là, je me sens belle en plus parce que je me sens aimée et donc vraiment, je suis vraiment la meilleure version de moi-même à cette époque-là. Et après un câlin intime, mon ex-mari me dit un truc qui peut sembler hyper anodin pour n'importe quelle autre personne, mais à moi, il me dit c'est vrai quand même que t'as du ventre. Et là, après le câlin, c'est sympa. Juste après le câlin, là où t'es le plus vulnérable aussi, parce que t'es dans ta nudité, t'es dans un partage qui est quand même censé être d'une ouverture de cœur assez intense. Là, j'ai un coup de poignard dans le cœur. 3 mois de relation. Ouais, et en fait, il savait, il connaissait mes complexes, parce que quand je le rencontre, malgré mes 10 kilos en moins et tous ces efforts faits, il sait que je suis complexée par mon corps, par ma poitrine. D'ailleurs, par exemple, sur la poitrine, la relation m'a vraiment aidée à l'accepter et à plus du tout être complexée, tu vois. Donc, comme quoi, c'est possible aussi par l'acceptation de soi et de l'autre. Mais là, sur ce sujet-là, et puis ça fait... Donc, du coup, c'est la deuxième fois. Ouais, c'est ça. Fait quand t'étais petite, t'avais déjà la problématique de ton ventre. Donc, ça fait écho à ça. J'en ai pas conscience à ce moment-là. Mais, et puis, un truc que ma mère m'a dit quelques années après, dont j'ai zéro souvenir. Enfin, je me souviens du moment, mais je me souvenais pas avoir dit ça. C'est que finalement, donc évidemment, à ce moment-là, je suis blessée, mais je ne le dis pas. Je me rhabille et puis on devait aller manger. Donc je monte en premier avant qu'ils nous rejoignent et je dis à ma mère, tu te rends compte, il me trouve grosse, il va voir ce que c'est. Donc il y a eu une coupure, on reprend. Donc du coup j'ai cet événement en fait, je pense pour moi était un déclencheur, tu vois, parce que le fait de dire il me trouve grosse, il va voir ce que c'est qu'une grosse, c'est quelque part que j'ai ancré quelque part à l'intérieur de moi. Que j'allais lui montrer en fait quelque chose qui en réponse à cette blessure en fait. Alors, c'est comme quoi les mots c'est ça, il faut faire attention à ce qu'on dit, c'est dur parce qu'en fait à partir de ce moment-là, donc ça faisait 4 mois qu'on était ensemble, on s'est fiancés au bout de 8 mois donc on s'est fiancés 4 mois plus tard. À partir de ce moment-là jusqu'à notre retour d'Angleterre, donc 3 ans plus tard, j'ai pris entre 1 et 2 kilos par mois. D'accord. Tous les mois, sans ne rien pouvoir faire pour arrêter la machine. Et t'as changé quelque chose dans ton alimentation? Absolument, ouais. J'étais toujours en France à ce moment-là, je préparais mon mariage, alors on pourrait dire, oui, il y a eu du stress, du bidule, du machin aussi, et évidemment qu'il y a sans doute eu ça. Ouais, en même temps, quand tu vas te marier, en général, ça plutôt d'être plutôt, je continuais à faire malgré tout attention à ce que je mangeais justement, parce que je voulais rentrer dans ma robe de mariée, financée à 8 mois. On a commencé les préparatifs presque à 1 an de relation pour préparer le mariage 1 an après, tu vois. Donc toute ça, et puis moi j'étais encore en études, etc. Il y a eu des conflits avec sa famille, il y a eu ma préparation de départ de chez mes parents et en même temps partir vivre à l'étranger parce qu'on est parti vivre en Angleterre. Donc évidemment qu'émotionnellement il y avait tout un tas d'informations, mais c'est comme si ça avait signé le début en fait, et puis qu'ensuite plus rien n'était contrôlable. Et donc je suis passée de 82 kilos à 116 kilos en fin 2006. D'accord. Sans rien pouvoir faire. C'est-à-dire que même pendant cette période-là, j'ai tenté les régimes que je connaissais, de refaire certains qui avaient bien fonctionné la première fois. D'accord. Parce que tellement drastique que ça peut que fonctionner. Je faisais déjà de toute façon excessivement attention à tout le temps, parce que c'était dans ma manière de fonctionner. Il fallait pas de sucre, il fallait pas de ci, il fallait pas de ça. Et rien ne fonctionnait, absolument rien. Donc, et ton conjoint a eu en fait des remarques déplacées? Je pense
pas de manière très claire parce qu'il a vraiment compris quand même, tu vois, au cours des semaines après, que ça m'avait blessée, que c'était un vrai sujet pour moi. Je pense qu'il m'a vu grossir et que du coup il a dû se dire quand même que voilà, il y avait quelque chose qui était stressant pour moi à ce niveau-là. Mais bon, comme ensuite se dit, il y a eu des conflits avec sa famille qui ont fait qu'on a failli finalement pas se marier. Il y a eu son projet de fin d'études qu'il devait faire à Paris qu'il n'a pas fait. Donc nous, on était en relation à distance. Il y avait beaucoup de stress par rapport à tout ça. Bon, il y a eu plein d'événements qui du coup sont venus se rajouter et qui font que de toute façon, il y avait déjà plein d'autres conflits en fait. Donc celui-ci n'était finalement plus au devant de la scène. Oui, d'accord. Mais par contre, c'était en train de se mettre en place. Et moi, ça m'a complètement échappé. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu vois que tu peux rien faire. Comment tu vis ces échecs-là? Moi, je me suis sentie emprisonnée dans mon corps, hein, clairement. J'ai eu l'impression que je perdais complètement le contrôle de ça. Et puis en plus, j'avais pas le temps vraiment de me poser la question en fait du pourquoi, du comment, tu vois. Malgré tout, à l'époque, j'étais encore suivie par ma thérapeute. Je pense que tu te faisais accompagner aussi de manière nutritive Non, il y avait plus d'accompagnement. De toute façon, tu avais déjà eu les accompagnements, donc tu faisais que réappliquer en fait ce qu'on t'avait appris, quoi. J'essayais entre les régimes et ce que la nutritionniste m'avait quand même avait instauré, etc. J'essayais de retrouver un certain équilibre. Puis ma mère était tout le temps là à veiller au grain parce qu'elle voyait aussi. Oui, de toute façon, Mais je pense que voilà, ces années fac, où c'est vrai que j'ai quand même commencé aussi à manger en extérieur plus, etc. Il y a des choses qui se sont déréglées, ça c'est évident, et ça s'est déréglé à tous les points de vue, donc voilà. Mais c'est voilà, cette prise de poids-là, et je pense qu'il y a plein de gens qui le vivent, tu vois, dans des situations comme ça de choc émotionnel. Il se passe quelque chose à un moment donné qui déclenche quelque chose dans le corps, hormonalement. Bien sûr. Et du coup, c'est très difficile parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a un truc qui dysfonctionne, on va pas dans le sens de là où on aimerait aller. Et on n'a aucun pouvoir dessus, en fait. Voilà, on n'a aucun pouvoir dessus. Et en plus, finalement, on subit ça aussi, quoi. Et puis, c'est un cercle vicieux parce que quand tu te sens pas bien, du coup, tu te réconfortes avec la nourriture aussi quand t'as ce rapport-là à la nourriture. Bien sûr. Donc ouais, moi je décris ça vraiment comme les années d'enfer quoi de ma vie. Ouais, je comprends. Alors j'en ai parlé dans une de mes vidéos et d'ailleurs je vous remets la playlist ici de ma série complète. Je sais que quand on est obèse, c'est pas facile de s'habiller. Comment toi t'as vécu ce passage de 82 kg à 116 kg? Ta garde-robe a dû forcément évoluer. À quoi t'as pu être confrontée, voilà. Alors déjà de base, la difficulté c'était ma taille, puisque trouver un pantalon digne de ce nom à la bonne longueur, ça a été très très compliqué, à tel point que ma mère a fini par me faire mes pantalons, parce que je trouvais pas. En plus j'avais quand même envie d'être un peu à la mode, 17, 18, 19 ans, t'es quand même, tu vois, un peu plus à l'écoute de ça. Donc j'ai porté beaucoup de pantalons tailleurs, pas de def. Il y avait quelques marques qui faisaient des tailles vraiment très longues. J'ai eu notamment des marques anglaises qui étaient installées en France. Je ne le savais pas à l'époque, mais c'était le cas. Et puis il y a eu mon année en Angleterre entre 2005 et 2006. Alors il faut savoir que les standards d'un pays à un autre, même en Europe, changent. C'est-à-dire que la femme ronde ici peut être la femme normale là-bas. En l'occurrence, c'était à peu près ça. C'est-à-dire que moi, je trouvais ma taille en quantité suffisante là-bas, ce qui n'était pas du tout le cas ici. C'est-à-dire que ni en longueur de jambe, ni en largeur de hanche, puisque moi j'ai toujours porté, j'ai jamais porté en dessous d'un 44, quoi, tu vois. J'ai essayé, je crois que j'ai dû passer un 42, mais donc à ces fameux 17 ans, quoi, tu vois. Et ma taille, on va dire, habituelle, c'est un 44, 46, 48, quoi, tu vois. Donc ça, en France, t'es déjà dans la grande taille, clairement, le 44, voire même parfois le 42. En Angleterre, c'était le régular, quoi, tu vois. Donc, les femmes étant plus rondes, plus grandes aussi, j'ai trouvé assez rapidement et facilement des choses plutôt à la mode, au même prix. Et en fait, là, du coup, pour moi, ça a été le moyen d'accepter cette prise de poids. Oui, d'accord. Parce que malgré tout, arriver à me faire jolie et me porter des vêtements que j'aimais, trouver mon style vestimentaire à ce moment-là, ça a aidé, en fait, à faire passer la pilule. Je comprends. Et alors, du coup, qu'est-ce qui a fait que tu puisses monter jusqu'à 135 kilos? Est-ce qu'il s'est repassé quelque chose émotionnellement? Alors, il s'est... quand je suis rentrée d'Angleterre, donc ça faisait tout juste un an qu'on était mariés, on a vécu la pire année de notre mariage en Angleterre. Ça a été très très compliqué.
Ouais, parce que les standards du mariage nous ont rattrapés en fait. On s'est calqué dans un schéma qui n'était pas le nôtre et on a reproduit en fait nos vies familiales, donc c'était pas folichon. Moi j'ai commencé à avoir de gros problèmes hormonaux parce que cette grosse prise de poids en si peu de temps a complètement commencé à bloquer certaines choses. Sauf que évidemment à ce moment-là, je ne sais pas que c'est lié à la prise de poids. Je pense que c'est ma pilule, mon changement de pilule. J'avais des gros problèmes avec contraceptifs. Je supportais très mal les pilules, donc j'étais passée à l'anneau Nuvaring, qui est un anneau qu'on place en interne en fait, donc qui était plutôt local, donc c'était censé avoir moins de désagréments, sauf que ça n'a pas forcément été mieux, puis comme la prise de poids, je te dis, continuait, c'était difficile de savoir à quoi c'était lié, mais du coup quand on est rentré, j'étais donc en phase de stabilisation depuis quelques mois. J'avais plus pris de poids en fait depuis quelques mois et ça a perduré encore peut-être 3-4 ans. On a acheté notre maison dans l'idée de fonder une famille. On essayait déjà de faire un bébé depuis plus de 2 ans, mais hormonalement ça fonctionnait pas. Après j'ai passé mon CAPES, donc on a fait une année de pause et l'année où on a acheté, on s'est dit bon, on se donne encore 1 an puis on relance le projet bébé. Mais en fait ce projet-là bébé ne fonctionnant pas, il y a eu beaucoup de frustration parce que je pouvais pas devenir maman naturellement alors que toutes les femmes de ma famille enfantaient à souhait et je comprenais pas pourquoi moi ça fonctionnait pas alors que pour moi c'était, juste depuis que j'ai 10 ans je voulais être maman. Donc moi je voulais me marier et avoir un bébé, c'était la suite logique. Et donc ça a été une grande épreuve, d'autant plus que pendant 2 ans, on a vraiment pensé qu'on ne pourrait pas avoir d'enfants parce que, si tu veux, en France, le processus, il est quand même compliqué par rapport à ça. Et donc, à l'époque, en tout cas, il fallait presque 2 ans d'essai avant qu'ils commencent à faire des examens. Donc après tout le temps des examens, etc., t'as une bonne année. Et puis, toi, entre-temps, t'essaies quand même toujours, en fait. Et puis moi, j'ai fait un nombre incalculable de tests de grossesse parce que comme en plus j'avais des règles irrégulières, du coup, à chaque fois, tu pensais que c'était enceinte et finalement, les déceptions sur déceptions. Ça a été un élément émotionnel, je pense, qui a réenclenché une prise de poids sur la fin. Tu t'étais stabilisée quand même à 116 kilos à un moment donné ou t'as pas vraiment eu de palier et t'as continué à monter? Si, je me suis stabilisée à 116 kilos en 2006 et je pense que j'ai commencé à reprendre du poids peut-être dans l'année 2008-2009. D'accord. Qui était donc l'année juste après notre achat de maison. D'accord. Mais qui était aussi l'année où du coup on avait testé plein de choses au niveau des examens et au niveau des traitements et rien n'avait l'air de fonctionner. Finalement on a trouvé une solution médicamenteuse pas trop lourde mais on l'a mise en stand-by pendant 1 an et puis pendant cette année-là je pense qu'avec le stress du CAPES et tout ça j'ai commencé à reprendre, j'ai de vagues souvenirs. J'essaie de me souvenir par rapport à l'aspect physique, de mon aspect physique et comment je me sentais. Mais c'était pas flagrant, si tu veux, ça devait varier un tout petit peu. Et puis après, il y a eu ma grossesse. Et alors là, par contre, ça a été phénoménal, puisque nous, généralement, on prend à peu près, en moyenne, 25 kilos. Donc, si tu veux, les 12 kilos qui t'annoncent chez le gynéco, tu rigoles. Tu te dis ça va être compliqué et en fait ça n'a pas je n'ai pas dérogé à la règle donc j'ai pris 25 kilos pendant ma grossesse donc là je suis montée à ces fameux 135 kilos. Moi j'ai pris 10 kilos pour le coup. Mais c'est bien. Maintenant j'ai repris mes kilos de grossesse mais bon voilà. Moi j'avoue que franchement je crois que le moment de ma grossesse ça a été le seul moment de ma vie t'étais contente d'être où j'étais ok avec le fait d'être grosse. Je m'en fous, j'étais enceinte et puis j'avais le droit et puis j'adorais mon ventre et j'étais contente. C'est la première fois de ta vie où t'as le droit d'avoir un gros ventre quand t'es enceinte. Parce que alors c'est ça aussi, avec ta prise de poids, est-ce que tu as vu le regard des gens changer ou est-ce que c'est plus ton regard sur toi-même finalement qui a changé? Non, le regard des gens n'a jamais changé parce que les gens qui étaient déjà mes amis, qui étaient dans nos connaissances, etc., ils ont jamais pointé ça du doigt. D'ailleurs, quand j'en parlais moi parfois en off avec les copines, elles me disaient mais moi je te vois pas dans ton poids, je te vois toi, je vois qui tu es. Et du coup j'avais beaucoup de mal à le croire évidemment. Même quand mon mari me disait qu'il me trouvait belle comme j'étais, parce que lui en fait finalement n'a jamais été non plus dans le fait de pointer en fait ça. Il connaissait ma souffrance par rapport à ça. Excepté ce moment où il a pointé ton bidou finalement je pense que ça a été une maladresse. C'était une maladresse, c'est ça.
Et peut-être même une taquinerie qui a juste mal... C'est ça, et il avait... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il n'avait pas du tout mesuré l'impact que ça pouvait avoir sur moi. Sûr. Mais il l'a vu, il l'a constaté, et moi, il me voyait malheureuse dans mon corps, en fait, dans tous ces moments-là, entre la prise de poids, les problèmes hormonaux, les problèmes de libido, hein, parce que ça va avec, etc. Ça a quand même été compliqué, donc en fait, si tu veux, lui, il était dans le fait d'essayer de me rassurer, mais moi, je m'acceptais pas. En plus, comme j'avais été blessée, je pense que j'étais plus en capacité de croire quoi que ce soit. Mais par contre, mes amis, ma famille, tout ça, m'ont jamais pointé du doigt par rapport à ça. J'ai jamais eu l'impression qu'on me regardait et qu'on disait de moi, t'as vu celle-là comme elle est grosse, quoi. Ouais, t'as jamais eu de remarques déplacées ou de... Non, et ça aurait pu, mais c'est vrai que comme je t'ai dit, moi j'ai quand même eu la chance, c'est que mes 135 kilos à moi, c'est pas les 135 kilos de tout un chacun, dans le sens où on a tous notre corps, on a tous des variations. Moi, j'ai jamais pris que dans une zone du corps. J'ai toujours pris de manière globale. Donc en fait, tu vois, aujourd'hui, quand je dis que je fais 100 kilos, les gens me croient pas forcément parce que je fais 1m80, que je suis assez carrée et que le poids est réparti, tu vois. Alors on voit que je suis pas maigre et que oui, je suis peut-être même un peu en surpoids. Mais voilà, il y a, tu vois, forcément, 100 kilos, ça fait peur. Ouais, à nous même, ça fait peur. Un chiffre n'est rien, je n'arrête pas de le dire sur ma chaîne, mais un chiffre, ça ne veut rien dire. Non, ça veut rien dire du tout, parce qu'il y a aussi tout ce que, finalement, comme on le dit, on regarde pas les gens que dans leur aspect physique. Donc, bien sûr. Mais ça reste quand même quelque chose qui est difficile à porter, parce que quand on dépasse les 2 chiffres, il y a quelque chose dans la tête quand même et puis je pense que puis de la point de vue santé aussi, parce que là tu parles de tes problèmes hormonaux, forcément tu te poses des questions. C'est ça, moi je me suis souvent demandé qu'est-ce qui cloche dans mon corps en fait à ce moment-là. Bien sûr. Et donc pour finir de répondre à ta question, qui était... du coup, comment t'as fait pour monter jusqu'à 135 ? C'est essentiellement la grossesse qui l'a généré. Par contre, j'ai quand même reperdu très très rapidement. D'ailleurs, ça a été le cas dans mes 2 grossesses. J'ai pris 25 kilos pour les 2, mais je partais pas du même poids d'origine, mais voilà. Mais par contre, j'ai pris mes 135 kilos pour la grossesse. Je suis redescendue. À 116. Je me suis stabilisée. Et puis il y a eu un événement probablement à nouveau émotionnel dans ma vie qui fait que ça commence à pas très bien aller dans mon couple. Je me sens à nouveau pas bien. Et là, j'ai repris ces kilos. Tu as repris? Comment alors? Du coup, t'es remontée à 135? Je suis remontée à 135 et j'y suis restée bloquée peu de temps parce que, en fait, quand même, j'ai pris conscience que ça allait pas du tout. Mais j'y suis restée quand même bloquée quelques temps parce que le moment où ça commence à rebouger, c'est le moment où moi je décide d'aller me faire accompagner. Oui. Et où c'est là ça va être carrément un changement alimentaire qui va tout changer. Donc, tu vois. Mais donc, il y a eu cette phase où moi aussi je suis remontée assez. Alors, je suis pas à 5 kilos près, hein, mais je sais que j'étais remontée bien au-dessus de ce palier en fait. D'accord. Alors, on va approfondir dans la deuxième vidéo vraiment tout ce que tu as pu mettre en place avec tout cet accompagnement qui a suivi, parce qu'il n'y a pas que cette personne-là, mais il y en a eu d'autres. Mais est-ce que tu peux nous expliquer du coup comment ça s'est passé après pour toi? Comment tu as réussi à reperdre ce poids? Parce qu'aujourd'hui, tu fais donc 100 kilos, mais t'étais même redescendu encore un peu en dessous, je crois. Hein. Après, en fait, donc il y a eu cette phase où je remonte à mes 135 kilos parce que je vais pas bien. Et lorsque je commence donc une thérapie plus holistique, hein, donc plus générale, là, le thérapeute qui s'occupe de moi, qui en fait était un ostéopathe, hein, donc tu vois, c'était pas forcément son métier d'origine, mais il travaillait avec une naturopathe, me dit le corps dysfonctionne, il va falloir faire quelque chose. Donc il m'a accompagnée en fait dans le nettoyage du corps, le changement alimentaire qui était à l'origine de mes problématiques, parce que bon, quand même, ce qu'on peut quand même dire, c'est que il y avait une intolérance au gluten et aux produits laitiers qui a été détectée à ce moment-là. Et donc le fait d'en prendre conscience et de prendre conscience que tous mes symptômes hormonaux, etc. sont liés à cette problématique. Là, il me dit, il faut qu'on fasse quelque chose parce que vous avez 30 ans, vous avez le corps vous avez le foie de quelqu'un de 60 ans et je vous donne pas 10 ans avant de déclencher un cancer si ça continue comme ça. Donc là, clairement, t'as un choc. Il me met face à la réalité de ce qui se passe dans mon corps et donc de ma problématique de santé qui pourrait avoir des conséquences. Parce que jusque là, malgré tout, je fais 135 kilos, mais si tu veux, je mène une vie ok, quoi, tu vois.
je m'occupe de mon enfant, je peux même jouer dehors. Oui, parce que avec d'ailleurs, lui, est-ce que c'est vraiment une problématique pour toi de faire 135 kilos? Non, parce qu'en fait, en réalité, depuis déjà 2006, j'ai décidé d'arrêter que ce truc-là soit un problème. Ouais, c'est ça. Parce que, en fait, sinon, tu ne vis qu'avec ça. Moi, j'en avais marre d'être tout le temps en train de penser à ce que je devais manger, pas manger, à quel moment, à quelle heure. Ça devenait, mais obsessionnel, en fait. Donc, il y a eu un moment donné où j'ai dit, fuck, en fait, je sais comme je suis. De toute façon, je serai peut-être grosse toute ma vie. Donc, va peut-être falloir que je commence à prendre le problème par un autre côté. Alors, évidemment, ça a mis du temps quand même à ce que ça puisse se vivre comme ça. Parce qu'en fait, j'étais jamais vraiment heureuse d'être dans cet état physique. Mais en fait, mon mal-être, il venait aussi de d'autres zones. Donc, si tu veux, tout ça, c'était qu'un package. Et j'essayais aussi de gérer les autres trucs. Donc, en fait, le poids, là, à ce moment-là... Puis, à partir du moment où j'ai été maman... Ce qui comptait, c'était que je sois là pour mes enfants, enfin, pour mon fils. Et du coup, c'est comme si je m'étais désaxée de moi-même pour porter l'attention sur mon fils. Et donc, en fait, c'était plus un problème. Et tu vois ton corps, t'as quel rapport avec ton corps à ce moment-là? Alors, ce qui est très étrange, c'est que, et ça a commencé assez tôt, c'est que quand je me vois de l'intérieur, c'est-à-dire quand je m'observe, moi, là, je regarde mon corps et je vois mon corps, je vois mes jambes, je vois mes bras... J'ai l'impression que mon corps est plus mince que ce que je vois sur les photos. Ah ouais, d'accord. Quand je vois une photo de moi, je me dis, c'est moi. À chaque fois, je me dis, c'est qui, c'est quoi, limite, je me reconnais pas. D'accord. Et en fait, à plusieurs reprises, je me suis dit, c'est quand même dingue que je ne me vois même pas dans le miroir comme je me vois sur une photo, en fait. Tu vois. Et en fait, c'est un sujet dont j'ai souvent parlé. C'est comme si j'avais occulté, en fait, le poids et le fait qu'il soit visible à l'extérieur pour me concentrer en fait avec un point de vue différent. Tu vois. D'accord, ok. Et finalement, le seul moment où je m'en rendais compte, c'était quand je mettais les vêtements ou ce genre de choses, tu vois. Mais les photos, c'était vraiment ce qui était le plus difficile. Les photos ou la vidéo, mais il y avait moins, tu vois. On se filmait pas trop. Ouais, c'est ça. Donc voilà. Mais je pense que c'était vraiment un mécanisme tu vois, qui avait switché dans ma tête pour ne pas en protéger, souffrir. Clairement. Pour pas en souffrir et pour pas focaliser là-dessus. Et donc quand tu vas voir ce thérapeute, à la base, c'est pas pour un point de vue alimentaire, du coup, vu que tu vis très bien, entre guillemets, tes 135 kilos, quoi. Je vis avec, quoi. Je vis avec et c'est plus un problème. Non, je vais le voir parce que je me sens par ailleurs mal et depuis longtemps et je sens qu'il y a des choses qui auraient peut-être besoin de changer. Ça va du point de vue émotionnel. Exactement. Okay. Ça va pas dans mon couple, je pense même à une séparation, etc. Donc je me dis, attends, mon gamin, il a 2 ans et demi, je vais pas bien, qu'est-ce qui se passe? Il y a peut-être autre chose à faire. Et c'est mon ex-belle-sœur qui me le recommande et donc là je me dis ok, de toute façon je suis plus à ça près, on va bien voir. Et en fait j'y vais vraiment pour l'aspect émotionnel et lui me dit je peux rien faire du point de vue émotionnel tant que j'ai pas travaillé dans le corps parce que votre chemin à vous c'est de travailler dans votre corps. Et là je lui dis ok, alors je vous fais confiance, qu'est-ce qu'il faut faire? Et donc il m'a demandé de changer mes habitudes alimentaires. Donc ça prend un peu de temps normalement. Moi, j'ai fait une thérapie fulgurante en 6 mois. Il m'a dit, j'ai jamais vu quelqu'un aussi déterminé que vous. Bon, ça a eu des conséquences sur ma santé parce que j'ai eu des problématiques derrière. Mais en gros, en l'espace de 6 mois, j'ai reperdu... donc j'étais aux alentours des 130 kilos, je pense. Et je suis redescendue en dessous de la barre des 100. J'étais entre 90 et 95 kilos de mémoire. D'accord. Et là, tu te vois... Je me vois pas maigrir. D'ailleurs, la perte de poids la plus folle, c'est les 12 kilos du mois de décembre 2014. D'accord. Donc 12 kilos en un mois, c'est les gens m'ont vu fondre. Ils m'ont vu fondre et ils se sont dit, elle va tomber. Je me rappelle à cette époque-là. Je me souviens, on bossait chez Idéologique. C'était dingue. Je bouffais que des légumes à l'huile d'olive et du poisson. On vous en parlera dans la deuxième vidéo, mais voilà, c'était incroyable. Et les gens me voient, se disent, elle va tomber par terre. Moi, je suis dans une forme olympique. Je fais du sport 4 heures par semaine. Enfin, c'est un truc de ouf. Heureusement d'ailleurs. Et je ne vois ça que sur la balance. À chaque fois que je monte sur la balance, je constate que ça descend. Et alors là, une angoisse m'envahit dans les premiers kilos parce que je me dis... Non mais là ça baisse mais ça va remonter. Je connais tellement l'effet yo-yo, je peux pas m'arrêter là-dessus. Mais bon, la réalité c'est que les mois passent et les kilos continuent de descendre jusqu'à ces moins 12 kilos fin 2014. Donc au global je devais être pas loin de moins 15, moins 16 kilos sur déjà 4 mois, 4 mois, tu vois. Et en fait à ce moment-là je me dis...
peut-être que ça y est, peut-être qu'on a trouvé la solution. Tu vois, je commence à m'autoriser à espérer que ça va solutionner les choses. D'accord. Mais c'est vraiment très émotionnellement très compliqué. Avec une perte aussi importante. Ah bah là, la garde-robe. Alors la garde-robe déjà a dû changer, j'imagine. Ouais, et alors d'un point de vue corporel, est-ce que tu as eu de la peau qui s'est distendue? Est-ce que tu as eu des problématiques de ce genre-là? Alors il y a la grosse problématique, ça a été le ventre, dans le sens où bah déjà j'avais eu une grossesse avec plus 25, moins 25, puis je remonte à 135, puis je repère rapidement. J'avais beaucoup eu de vergetures pour la première grossesse, donc mon ventre était déjà effectivement, ça perd son élasticité forcément. Donc j'avais déjà alors, le ventre étant le sujet de ma vie, hein, ça se voit, ça fait le conducteur. Donc un gros souci à ce niveau-là, avec la peau effectivement un peu tablier, du coup. un tout petit peu, vraiment un tout petit peu, parce que l'avantage c'est que je faisais du sport. Ouais. Et ça a aidé. J'ai eu tellement de chance en fait, parce que je l'ai pas conceptualisé à ce moment-là. Mais si j'avais pas fait ça, je pense que mon corps aurait été vraiment dans un état pitoyable. Et en fait, à ce moment-là, je rencontre aussi une marque américaine qui vend des produits de beauté et notamment des retenseurs de peau. Et donc ça, c'est après cette grosse perte de poids, je bénéficie en fait de ces produits, et très clairement pour moi ça m'a sauvée, parce qu'en fait les endroits où c'était un peu flasque, j'ai pu retendre la peau grâce à ça, donc j'ai pas eu besoin de passer par une chirurgie. Bon, cela dit, de toute façon, ma perte de poids, mon corps et le poids réparti partout, je pense, ne m'aurait pas donné accès à une chirurgie, parce que c'était vraiment pas flagrant, quoi. On voit bien, et même encore, je le vois bien, les zones où mon corps a morflé, je sens bien la peau être plus distendue, plus fine, etc. Mais pas comme j'ai pu le voir chez certaines personnes qui ont fait des bypass ou ce genre de choses. D'accord. Et puis moi, je me refusais absolument à la chirurgie. De toute façon, je ne l'aurais jamais fait, même si je me suis posé la question à plusieurs reprises. J'ai fini par me dire non, c'est pas ok. Donc j'ai cette chance-là de pouvoir avoir ces produits et le sport en face. D'accord. Et puis mon corps qui accepte de se nettoyer aussi correctement. Il y a quand même eu tout un travail, un nettoyage. Je pense que sans le nettoyage, ça aurait été plus compliqué. Oui. Donc c'est vraiment la combinaison de tous ces éléments qui fait que je m'en sors quand même plutôt pas mal. Et là du coup je redescends à un poids de 80, j'ai en tête 86-87 kilos, tu vois, donc on se rapproche quand même de mes 82 kilos de 17 ans. Je me dis putain, j'ai à 5 kilos, quoi, c'est quand même ouf. Sauf que perte de poids, hormones qui se remettent en place. Et je suis retombée enceinte. Et donc là, c'est reparti. Et j'ai pas, en fait, on n'a pas eu vraiment le temps de finaliser le travail, de stabiliser les choses, que je suis tombée enceinte, j'ai fait une fausse couche, puis retour de couche, puis retombée enceinte. D'accord. Et en fait, tout ça, ça a tout rebloqué d'une certaine manière dans le travail que j'étais en train de faire du point de vue corporel. Et en même temps, on avait en fait mis un terme à la thérapie, parce que ce qu'on avait besoin de travailler était travaillé. Moi j'avais pas réglé toutes mes histoires et j'étais pas encore stabilisée, mais voilà. Et du coup là, quand le poids commençait à remonter sur la balance, ça a été très dur psychologiquement, parce que je me suis dit, et si tout ce poids que je suis en train de reprendre, je n'arrivais pas à le reperdre après? Parce que changement alimentaire, etc., mais qui me disait que j'allais pouvoir m'en sortir? Et puis la chance a été que si, en fait, j'ai vraiment reperdu tout mon poids. Je suis sortie de la maternité, j'avais moins 20 kilos déjà, tu vois, et puis j'ai allaité 8 mois, donc j'ai reperdu assez facilement. Je pense que je suis pas redescendue quand même au même. Ah si, je suis redescendue assez bas, parce que j'ai une photo de moi avec mon petit qui a à peine 2 ans, où je suis comme ça, je n'ai jamais été aussi mince. Mais voilà, ça n'a pas perduré très longtemps, parce que donc mon fils est né en mai 2016, et déjà entre 2016 et 2019, à cause des problématiques qui s'étaient installées, de candidose notamment, etc., il y avait des variations de poids, donc ça allait pas chercher bien loin, mais j'oscillais plutôt entre 90 et 92 kilos. Et puis il y a eu le décès de ma maman en 2019. Et là, toute cette année-là, il y a eu plein de choses émotionnelles difficiles. Oui. Et dans cette année-là, j'ai repris 10 kilos. Donc les 10 kilos que j'ai là aujourd'hui. Que tu as actuellement, en fait. Ils datent de 2019, ceux-là. D'accord. Ils sont tout frais. Ok. Est-ce que tu as déjà été diagnostiquée, ou est-ce que tu t'es déjà auto-diagnostiquée avec une problématique particulière? Moi, c'est vrai que sur ma série, j'explique que
j'ai compris que j'avais des crises un peu compulsives comme ça alimentaires où j'ai besoin de venir compenser des choses. Est-ce que ça a été le cas aussi pour toi ou pas du tout? Alors, moi, on entendait beaucoup parler d'anorexie et de boulimie dans cette période, en fait, aussi. Hein. Je pense que c'est le moment où on a commencé à mettre des mots un peu sur ces problématiques de poids. Moi, je me suis toujours identifiée à la problématique boulimique aussi par rapport aux compulsions. Parce qu'effectivement, j'ai observé... Tu te faisais vomir du coup? Non. Donc plutôt hyperphagique comme moi. Ouais, c'est ça. Ouais, d'accord. Effectivement, j'ai toujours appelé ça boulimie en disant mais moi je vomis pas. Ouais, c'est ça. C'est l'hyperphagie le bon mot. Ouais, je crois que c'est ça. Après, en fait, tu manges beaucoup de nourriture en très peu de temps. Ouais. Et quel que soit le type de nourriture. Ouais, alors après, c'est peut-être pas aussi marqué. Je pense que j'avais des moments de craquage craquage alimentaire. Alimentaire et moi j'ai toujours été une bonne mangeuse en quantité. Donc déjà j'avais souvent les gens me disaient mais en fait peut-être que c'est aussi les quantités le problème parce que tu manges comme un mec quoi, tu vois. Donc tu vois, rien que de dire ça, je me rends compte de tout ce que ça implique derrière. Et en fait, il n'y a pas de je mange comme un mec ou comme une nana. Mais voilà, je mangeais trop par rapport peut-être à mon activité physique, ça c'est évident. J'étais gourmande, ça c'est évident aussi. Et puis j'avais des craquages et j'avais surtout la peur de manquer à nouveau qui se réactivait très souvent. D'accord. Donc moi il fallait que les placards soient pleins tout le temps, je faisais des courses à outrance. D'accord. Si j'allais acheter des fringues, c'était aussi à outrance. D'accord. J'avais des compulsions boulimiques, qui pourraient s'apparenter à de la boulimie, mais sur tout un tas de choses. Ouais, d'accord. Et ça j'ai appris après que c'était aussi lié à d'autres problématiques et qui sont un peu moins connues. On en parlera peut-être dans la deuxième. Mais voilà, du coup, et tu sais, ça a été vraiment toute ma vie, j'ai cherché à mettre du sens là-dessus parce que c'était vraiment tellement là tout le temps que je me disais mais d'où il vient le problème quoi, tu vois, j'ai jamais arrêté de chercher. Et si j'ai fait 20 ans de thérapie et puis que j'ai testé plein de méthodes différentes et alternatives, c'est aussi parce que il y avait ça en toile de fond, il y avait mon mal-être global en fait qui était lié à mon poids mais pas que. Et heureusement avec les années j'ai mis du sens sur tout ça et je comprends mon histoire et tu sais aujourd'hui je fais 100 kilos, c'est pas mon poids idéal hein, c'est clair, je préférais en avoir 10 voire 15 de moins. Mais par contre je sais que ces kilos-là, s'ils sont là, c'est qu'ils disent quelque chose de moi, de mon histoire, et que ces kilos me servent à quelque chose, dans ma fonction biologique en fait. Et ça, c'est vraiment la formation que j'ai fait avec Thierry qui a aussi permis ça, de prendre conscience d'autre chose. C'est-à-dire que tout d'un coup, j'ai arrêté de regarder la graisse et le gras comme étant un problème. Je l'ai regardé comme étant un symptôme de quelque chose d'autre. Et en fait, ça c'est ce qui m'a aidé en fait, à trouver plus d'apaisement. Avec mon corps, avec l'image que je peux renvoyer, avec les standards de la société dont aujourd'hui je me bats complètement. J'ai aussi, tu sais, quand on vieillit, tu l'as vécu aussi sans doute, hein, ces changements de style vestimentaire selon l'âge, etc. Je me suis cherchée beaucoup et ça m'arrive encore de me chercher par moments. Mais voilà, ça a été tout un cheminement de trouver ma place en tant que femme, en tant que mère. Voilà, il y a eu ma séparation. Donc il y a eu plein d'événements qui m'ont de toute façon obligée à me poser toutes ces questions. Est-ce qu'on peut véritablement bien vivre dans un corps qui ne correspond pas aux standards qu'on passe notre temps à nous balancer à la tronche? Je pense que oui, mais ça sous-entend de se couper de ces standards, c'est-à-dire de ne plus les regarder, de ne plus alimenter en fait toute cette zone-là, et de travailler vraiment sur l'acceptation de soi dans notre globalité et de comprendre notre histoire. Alors, pour moi, c'est le seul... Si tu as quelque chose justement que tu pourrais dire, une phrase que tu pourrais dire à des personnes qui peuvent peut-être nous regarder et qui se trouvent en obésité actuellement et qui ont du mal, ou pour qui c'est une souffrance en fait d'être en obésité et qui sont confrontés à des problématiques comme ça, qu'est-ce que tu pourrais leur dire là peut-être pour les apaiser? Alors, je sais pas si ce que je vais dire peut les apaiser. La chose par contre, j'ai toujours eu à cœur de dire, c'est que moi j'ai toujours été convaincue que je n'étais pas condamnée à rester dans ma souffrance, quelle qu'elle soit. Et donc j'ai toujours cherché des solutions. Alors oui, ça m'a demandé de l'effort, ça m'a demandé de l'investissement financier, ça a demandé des compromis, etc. Mais j'étais intimement convaincue qu'il y avait forcément une lumière au bout du tunnel, même si le tunnel était très long, très noir et très oppressant. Et mon parcours aujourd'hui le prouve, il y a eu des éléments déclencheurs, des rencontres, des thérapies qui ont accompagné tout ce travail sur moi et qui font que
je peux aujourd'hui être dans le corps d'une femme obèse parce que 100 kg à 1m80 aujourd'hui, selon l'IMC, c'est de l'obésité. Et pour autant, ne pas me sentir obèse, ne pas me sentir dans une case qui ne m'y correspond pas, accepter que mon corps est comme il est et vivre avec et l'accompagner en fait dans ce qu'il est. Et accepter aussi que peut-être j'ai des failles. Par contre, je suis convaincue que ça, c'est possible uniquement parce que j'ai fait tout ce travail sur moi, de compréhension de moi, que je me suis fait aider. Et en fait, moi, je suis convaincue qu'un problème d'obésité, en dehors d'une pathologie, voilà, de quelque chose qui est reconnu comme étant une maladie et qui, du coup, non pas qu'elle ne soit pas traitable, parce qu'à mon sens, tout est traitable, mais là, on est dans un cadre un peu particulier, mais donc si on ne traite pas de ce cas particulier, et on en reparlera sans doute plus en détail, pour moi, c'est pas une fatalité, et il y a forcément des raisons dans notre histoire qui se manifestent en fait au travers du poids. Et donc moi, j'encourage tous les gens qui ne se sentent pas bien à aller pousser la porte de thérapeute, alors pas de votre médecin généraliste ou de votre gynécologue, parce que eux, ils vont juste vous dire vous avez qu'à perdre du poids. Allez voir notre playlist, juste là, voilà, des interviews annuaires des thérapeutes. Donc il faut vraiment ne pas avoir peur de pousser encore et encore des portes, mais effectivement la bienveillance et l'accompagnement, vous allez le trouver avec des thérapeutes holistiques, c'est-à-dire des gens qui ont conscience déjà qu'on n'est pas juste un corps, on n'est pas juste une émotion, on n'est pas juste une pensée, on est tout ça à la fois. Tout doit être traité et accompagné en même temps. Il y a des moyens d'aller récupérer les informations dans le corps de ce qui se passe, de pourquoi ça va pas. La kinésiologie en est un parmi tant d'autres. Je vous invite vraiment à aller voir d'ailleurs la vidéo de Julie sur le sujet parce qu'il y a beaucoup d'informations. Mais pas que. En fait, voilà, il y a un vrai travail à faire sur le psycho-émotionnel et sur le corporel. Et il y a des choses qu'on a engrammées dans notre histoire. Il y a des histoires qui se répètent. Il y a du transgénérationnel. Donc en fait, si on est ouvert et qu'on se dit, moi je veux me sortir de ce truc-là, là, parce que ça me pèse, c'est le cas de le dire, et il faut prenez ce courage en fait d'aller demander de l'aide. Mais effectivement, tournez-vous vers des gens qui vont être à l'écoute, qui vont être bienveillants. Parce que ça fait toute la différence. Moi, si cet homme-là ne s'était pas posé 2 minutes à me poser toutes les questions qu'il m'a posées en me disant « Est-ce que vous avez tel symptôme ? Est-ce que vous avez tel symptôme ? Est-ce que vous vous sentez comme ci ? Est-ce qu'il vous arrive de... etc. » Qu'il n'avait pas pris ce temps pour connaître mon histoire et ne pas juste me juger parce que j'arrivais avec mon poids. S'il n'avait pas fait ça, j'aurais eu affaire à la même chose que par le passé. Et c'est parce qu'il a pris ce temps et qu'il a, lui, fait le lien et qu'enfin il a dit... Bah oui, non, vous n'êtes pas comme ça. Il n'y a pas de raison, en fait. Il y a forcément une raison. Et qui m'a accompagnée à aller les chercher, les trouver, qu'il a été finalement l'élément déclencheur de tout ce travail. Et bah ça, moi, je lui en serais toujours reconnaissant. D'ailleurs, et Florent Doja, si un jour tu me regardes sur cette vidéo, il m'a sauvé la vie, ce gars. Mais juste parce qu'il a été à l'écoute, en fait. Et donc, il y a des gens qui sont qualifiés pour ça aujourd'hui. Il y a des médecines alternatives qui existent, des courants alternatifs vraiment entre la médecine chinoise, la médecine ayurvédique et tout le tralala. Franchement, il y a largement de quoi faire aujourd'hui. Ne croyez pas ce que les médecins vous disent, quoi. Vous n'êtes pas condamné à rester dans votre corps tel qu'il est. Mais par contre, si vous voulez vous libérer et libérer votre corps de ce poids, il va falloir faire tout le travail sur tous les niveaux. Et c'est pas un parcours facile. Lucie en sait quelque chose aussi. Elle vous en parle, voilà, dans cette série à cœur ouvert. Et elle est en plein dedans. Et moi, je suis convaincue que elle traverse ça pour de bonnes raisons. Parce que moi, je l'ai vécu aussi. Et c'est clair que quand on est dedans, on n'a pas envie d'entendre ça, c'est évident. Mais la réalité, c'est que le bonheur, il réside pas uniquement dans une silhouette. Il réside dans tout ce qu'on se donne en fait à soi, et c'est d'abord de l'attention, de l'amour et de l'attention, de l'écoute. Et voilà. Et bien sûr qu'il faut bouger son corps dans l'espace si on veut perdre du poids. Bien sûr qu'il faut manger sainement. Moi, je suis celle qui a mangé le plus sainement dans ma famille depuis toujours. Des légumes, des fruits. Les gens me disaient mais t'as une alimentation incroyable. Comment tu peux avoir autant de kilos en trop? Donc c'est pas qu'une question d'alimentation. C'est pas vrai. C'est pas qu'une question de sportif ou pas. C'est pas vrai. Et il faut vraiment que ça s'arrête parce que ce jugement-là, il fait vraiment beaucoup de mal. Beaucoup de mal. Donc préservez-vous.
Et prenez-vous en charge, mais surtout à aller demander de l'aide. Merci beaucoup pour ce que tu viens de dire, parce que je trouve que c'est aussi complètement valable, parce que là aujourd'hui on parle beaucoup d'obésité, mais c'est aussi valable pour les personnes qui se trouvent trop maigres ou qui ont tout simplement des problèmes avec l'alimentation, quelle qu'elle soit et quel que soit leur poids. Donc merci pour ce que tu viens de dire, parce que je pense que ça peut résonner vraiment pour beaucoup de monde. Voilà, merci beaucoup pour ton témoignage. Je sais que c'est pas forcément simple de se raconter, même si tu le fais déjà en partie sur ta série. Tu ne parlais pas forcément de ce point-là. Donc merci pour ton témoignage, tout simplement. Et on se retrouve dans une deuxième vidéo qui sera tout aussi riche et pleine de conseils et encore de bienveillance. Donc n'hésitez pas à continuer à nous suivre et aussi à nous suivre sur Instagram pour être informé aussi des prochaines publications et de prochaines nouveautés, puisqu'il y a encore plein de choses qui vont arriver. On vous le dit souvent, mais en même temps on n'arrête pas de fuser là dans tous les sens. Mais ça va devenir de plus en plus concret, vous allez bientôt voir des choses concrètes se mettre en place. Et puis il y a tes ateliers qui vont déjà se mettre en place, donc n'hésitez pas à aller suivre Jessica sur sa page Instagram personnelle. Elle propose des ateliers où elle vous accompagne, parents, enfants ou en couple. Voilà, et ça va être que du bonheur. Donc voilà, merci beaucoup, merci à vous, et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. Je vous embrasse fort, prenez soin de vous, bye bye.